Tout ça étant dit, on se rend compte bien sûr que l'exercice même de la profession de banquier rural est fortement tributaire, d'une part, des activités économiques présentant une certaine instabilité, et d'autre part, des marchés agricoles peu structurés avec une faible intermédiation bancaire pour faciliter les transactions commerciales. M. Sissoko l'a dit tout à l'heure dans son intervention, toutes les questions liées aux contraintes de circulation entre les États, toutes les contraintes liées à l'accès au marché, malgré que nous soyons dans des zones économiques comme l'UMOA et la CEDEAO, mais aujourd'hui c'est une vérité qu'il faut reconnaître. La circulation des biens et des services constitue aujourd'hui une contrainte majeure au développement du secteur agricole. Comment peut-on considérer aujourd'hui que le Mali, qui a 1 million d'hectares de terres aménageables et qui n'arrive pas à mettre 200 000 hectares en valeur, et que le Sénégal, à quelques kilomètres, exporte autant de riz dans l'année. À la limite, c'est une aberration économique. Donc, on doit aussi donner du sens à l'intégration économique à travers ces grandes organisations qui sont l'UMOA et la CEDEAO. Alors, comme je l'ai dit, c'est une communication pratico-pratique. Lorsqu'on est banquier agricole dans une agence, quel est le premier risque auquel on est confronté? D'abord, c'est la clientèle rurale. Le banquier, il a des clients. C'est ça son fonds de commerce. Et cette clientèle rurale est caractérisée par, est très fortement dispersée dans l'espace, parce qu'on a plusieurs villages, on a plusieurs exploitations agricoles composant cela, avec souvent un faible taux de revenus, et même des revenus peu diversifiés, parce que dans beaucoup de localités, c'est la monoculture, soit c'est le riz qui domine, soit c'est l'arachide qui domine, soit c'est le coton qui domine, soit c'est le mil sorgho maïs qui domine. Donc cette monoculture constitue aussi une problématique. En même temps que le niveau de bancarisation qui est très faible, compte tenu des connaissances des procédures et des banques. C'est pourquoi la formation des emprunteurs apparaît comme un préalable à toute politique de développement et de distribution du crédit. Formation, encadrement, sensibilisation, éducation financière, je pense que ça, c'est vraiment des instruments qui sont extrêmement utiles et indispensables pour assurer une meilleure distribution du crédit. Alors, premier risque, la clientèle lui-même, le client auquel je prête de l'argent. Le deuxième risque, c'est l'activité de mon client. Ça, c'est le deuxième niveau de risque. J'ai un client qui constitue pour moi un risque, mais aussi l'activité pour laquelle je suis sollicité pour mettre en place un financement bancaire, un financement rural. L'activité aussi est un niveau de risque. À ce niveau-là, on dira que la distribution du crédit dans la plupart de nos pays, en tout cas au sud du Sahara, est soumise aux conditions climatiques particulièrement rudes. En effet, la situation hydraulique et climatique influence fortement les plans de campagne et conditionne très largement la production et la productivité agricole. Ça a été dit, l'agriculture dans nos régions et dans nos États est soumise à des aléas climatiques, sécheresse, inondations, feux de brousse, criquets. Tout cela, c'est des risques auxquels le banquier doit se préparer et à répondre favorablement. Donc cette situation pose la problématique même, d'une part, de l'instabilité et de la continuité de l'exploitation. Cela est extrêmement important, surtout lorsque le banquier agricole est amené à prêter à moyen et long terme. Comment aujourd'hui intégrer dans un financement moyen et long terme toutes les stratégies liées à la couverture, n'est-ce pas, de ces aléas et de ces risques auxquels l'exploitation agricole est confrontée. Mais aussi toute la question liée aussi à la rentabilité des investissements productifs. Cela est extrêmement important parce que sur le financement agricole, il faut jouer sur les deux volets. À la fois le financement court terme pour assurer la couverture des besoins de financement en intrants agricoles, en trésorerie, les besoins de financement en commercialisation agricole, mais aussi il faut arriver à financer du crédit à moyen terme pour soutenir la modernisation de l'exploitation agricole familiale en équipement, mais aussi il faut mettre en place des financements à long terme pour le financement des aménagements et les infrastructures de base en milieu rural. Ça, c'est le deuxième risque. Premier risque, le client lui-même. Deuxième risque, son activité. Le troisième, c'est la commercialisation. Je voudrais remercier M. Sissoko pour ce qu'il vient de dire. La commercialisation des produits agricoles est un véritable problème. C'est pourquoi lorsqu'il y a surproduction dans une exploitation agricole et dans nos pays, ça constitue un problème pour le producteur. Mais s'il y a aussi sous-production, cela aussi constitue véritablement un problème pour le producteur. Donc la sécurité des prix à la commercialisation suite aux réformes des marchés fondés sur la libéralisation et l'existence de débouchés constituent aujourd'hui des facteurs auxquels les populations rurales sont confrontées et avec elles les solutions de financement. Parce que pour un banquier agricole, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle
le banquier agricole ne cherche la sécurité de remboursement de son crédit que dans la contrepartie. Et cette contrepartie n'est autre que la production. Il n'y a pas d'autre sécurité de remboursement pour un banquier agricole que la contrepartie de son financement. Et cette contrepartie, c'est la production. Et lorsque cette production est détruite par des aléas, tout de suite le banquier se trouve sans contrepartie. Donc les difficultés d'accès et l'éloignement des zones rurales, la faible capacité de stockage et les conditions de conservation et de la production font aussi planer les incertitudes sur la production commerciale villageoise. C'est pourquoi donc je pense que quand je parlais d'investissement tout à l'heure, il faut organiser toute la chaîne de valeur au niveau de l'exploitation agricole familiale, notamment au niveau de la production, au niveau de la conservation et du stockage, en finançant des magasins de stockage, en accompagnant les structures d'encadrement pour le suivi de ces stocks-là et leur traitement, de façon à ce qu'elles puissent tenir dans la durée. Le quatrième niveau de risque auquel le banquier agricole est confronté, c'est justement l'absence de statut juridique pour les producteurs. Et cela commence à fortement s'améliorer dans nos États, parce que en tout cas en 2006, l'exploitation agricole, le paysan agricole n'était pas considéré comme un opérateur économique selon la loi malienne. Il a fallu attendre une loi d'orientation agricole qui date de 2006 seulement pour qu'il soit reconnu à l'exploitation agricole un statut, même d'entrepreneur. Donc c'est pourquoi ces statuts-là étaient extrêmement importants. Donc jusqu'en 2006, en tout cas pour ce qui concerne la BNDA que je dirige, tous les producteurs et toutes les associations agricoles familiales que nous financions étaient considérés comme des secteurs se trouvant dans les secteurs informels. Maintenant, le cinquième risque, c'est l'absence de comptabilité et d'état financier. Et ça, c'est extrêmement important, parce que nous avons tous appris dans les écoles de commerce, dans les écoles de gestion, dans les écoles de finance, que pour étudier un dossier de crédit, il faut des états financiers, il faut un bilan, il faut un compte d'exploitation, il faut un plan de trésorerie prévisionnel. Lorsque nous avons affaire à des exploitations agricoles familiales, où il n'y a pas de comptabilité, sur quel instrument faudra-t-il se fonder pour instruire un dossier de crédit? C'est là où, justement, la problématique de l'adaptation du banquier agricole par rapport à son environnement et par rapport à son marché est posée. Parce que les instruments classiques d'analyse du risque ne sont pas disponibles. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? En ce moment, on sort carrément, et ça, on n'apprend pas ça dans une école de commerce. Hein. Ça, c'est made in Mali, made in Moussa. Ça, il faut le fabriquer. Tu es confronté à un événement, il n'y a aucune théorie, aucun professeur de gestion ou de finance qui t'apprend ça. Mais tu es confronté à un événement, il faut faire preuve de créativité, d'innovation, d'imagination pour apporter des réponses concrètes aux problèmes concrets auxquels tu es posé. Alors, c'est pourquoi le banquier agricole, ne disposant pas d'instruments financiers d'analyse du risque, comme il l'a appris à l'école, doit donc se fonder sur des instruments physiques. Et quels sont ces instruments physiques-là? Le métier de banquier agricole ne s'effectue pas dans un bureau. Il faut que tu ailles au champ, rencontrer le chef d'exploitation, et le dossier s'instruit dans le champ. Il ne s'instruit pas dans un bureau. Ce que je suis en train de vous le dire, j'ai été pendant 4 ans directeur d'agence, pendant 14 ans directeur du crédit d'une banque agricole. Ce que je suis en train de vous dire, c'est du pratico-pratique. Le dossier d'instruction s'instruit dans le champ. Quand tu viens dans le champ, qu'est-ce que tu fais? Tu vois le chef d'exploitation, vous avez combien d'hectares? Il vous dit, j'ai tant d'hectares. Quel est le rendement? J'ai tant de rendement par hectare. On multiplie le rendement on multiplie la production par le rendement. On multiplie la superficie par le rendement. Cela donne la production. On a la superficie, rendement. Superficie multipliée par rendement, on a la production. À partir de cette production, tu dégages quelle est l'autoconsommation. Parce qu'il a une famille, il doit se nourrir toute l'année. Tu définis l'autoconsommation. Une fois que tu as défini l'autoconsommation, tu sors ça de sa production. Et le reste qui te laisse, tu dis à quel prix moyen tu vends ça sur le marché. Tu as un prix moyen, ce prix moyen multiplié à la production, c'est ça le chiffre d'affaires de l'exploitation agricole. Et c'est à partir de ce chiffre d'affaires-là qu'il faut définir donc le taux d'endettement. Tu te dis par exemple, bon, sur le chiffre d'affaires, moi je ne peux pas vous endetter plus de 30% de votre chiffre d'affaires. Les 70% restent entre vos mains. Ou 40%, c'est le maximum que je peux... votre taux d'endettement représente 40% maximum de l'échéance que vous me remboursez, doit représenter 40% de votre chiffre d'affaires. Donc je pense que ça c'est extrêmement important qu'il faut le dire. Et enfin, le dernier point en matière de risque auquel le banquier est confronté, c'est le coût du crédit. Il faut le dire avec honnêteté et sérieux. Le coût du crédit est très élevé parce que pour instruire un dossier de crédit, il faut aller dans le village.
Pour débloquer le crédit, il faut aller dans le village. Et pour recouvrer le crédit, il faut aller dans le village. Donc ça donne vraiment des coûts très élevés. Donc face à ces défis-là, quels sont les instruments auxquels le banquier agricole peut se donner pour les couvrir? Le premier, c'est vraiment toutes les questions liées à l'organisation et l'encadrement technique des emprunteurs. Moi, j'ai entendu à un moment des débats au Mali sur lesquels je suis intervenu très fortement en entendant certaines structures dire que le paysan malien, le paysan ouest-africain n'a pas besoin d'encadrement et qu'il est suffisamment mûr pour se prendre en charge. Oui, il est suffisamment mûr pour se prendre en charge, mais aujourd'hui, je suis profondément convaincu que l'exploitation agricole familiale, le chef d'exploitation, a encore besoin d'encadrement, il a encore besoin d'accompagnement en matière de suivi et évaluation, en matière de conseil, en matière de gestion, en matière d'accès au marché. Ça, c'est des questions fondamentales. Et je suis profondément convaincu que ça peut être de nature à accompagner le premier risque auquel j'ai identifié, autrement dit, le client lui-même. Le deuxième facteur de sécurisation du crédit, c'est toutes les questions liées à la structuration des marchés régionaux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des très bonnes politiques qui sont élaborées dans le cadre de l'intégration sous-régionale et régionale, à travers l'UEMOA, à travers la CEDEAO. Et je pense que véritablement, il faut que, dans le cadre de ces accords sous-régionaux et régionaux, qu'on sorte vraiment de ces dilemmes où les accords existent, les textes le prévoient, mais dans la pratique, il est vraiment clair qu'aujourd'hui, ces textes-là ne permettent pas le commerce. Les États africains commercent plus avec l'Europe, commercent plus avec l'extérieur qu'entre eux. Le Sénégal va commercer plus avec l'Europe que le Mali. Le Mali va commercer plus avec l'Europe que le Burkina. Alors que si vraiment les accords qui sont signés permettent une circulation libre des personnes et des biens, je pense qu'on peut constituer un véritable espace économique avec un marché des millions de populations. Et ensuite, la mise en place du dispositif de gestion prévision des catastrophes. Je pense que ça, c'est extrêmement important. On a parlé de beaucoup de catastrophes, donc il faut identifier l'ensemble des instruments qu'on peut mettre en place. On en a beaucoup parlé ce matin, toutes les assurances qui peuvent être mises en place. Et ensuite, l'aide à la domiciliation des recettes. Vous savez, le banquier, il n'a pas de miracle. Quand tu prêtes de l'argent, j'ai dit la contrepartie, c'est la production. Mais ce n'est pas la production qui va rembourser le crédit. Donc, c'est les recettes issues de cette production qu'il faut que le banquier arrive à maîtriser. Et c'est ça qui permet donc d'assurer ce remboursement. Donc, cela ne peut se faire qu'en recherchant autant que possible à assurer la domiciliation des recettes issues de la commercialisation dans les livres de la banque. Et enfin, la gestion des risques aussi, l'émergence des centres de gestion rurale. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'aujourd'hui, on a parlé de jeunes qui sont dans le chômage. Ça a été beaucoup dit hier. Je pense qu'en créant des centres de gestion à travers les jeunes diplômés qui s'installent et qui peuvent accompagner donc les exploitations agricoles à tenir une comptabilité, c'est peut être de bons moyens. Et enfin, le développement des centrales de risque. Donc, pour finir, je dirais que le banquier agricole est confronté à des risques, mais que la réussite de toute politique de financement en milieu rural demeure subordonnée à la fois à la pluviométrie, à l'hydrologie, l'encadrement technique, l'organisation et la commission de la production, la solidité des organisations paysannes et des producteurs individuels. Là, on peut se féliciter ces derniers temps. Il y a une forte organisation aujourd'hui des exploitations agricoles et qui constitue aujourd'hui à la fois des forces de proposition, mais aussi des forces d'action, au plan national et au plan sous-régional. Et je pense que c'est ça qu'il faut saluer et c'est ça qui va permettre de mutualiser un peu les bonnes pratiques entre nos différents États. Alors, l'expérience du banquier que je suis montre aussi que, ça a été dit hier, que toutes les activités ne peuvent pas être soutenues par un système de financement agricole. Et c'est pourquoi toutes les questions liées aux subventions des investissements, aux subventions des équipements sont posées. Et je pense que ces subventions sont nécessaires et utiles à des étapes de développement de l'exploitation agricole et du soutien à l'agriculture. Mais il est évident que ces fonds et ces subventions ne peuvent pas venir de la banque. Ça s'inscrit dans le cadre des politiques publiques auxquelles les États sont amenés à mettre en place. Enfin, je dirais que, compte tenu de tout ce que je viens de dire, il est entendu que la forte implication des banques de financement de l'agriculture doivent être de nature à mieux assurer la production agricole et à soutenir la productivité et la soutenabilité de l'agriculture et de l'exploitation agricole. C'est le seul moyen pour nous de faire de l'agriculture une véritable source de revenus pour les producteurs, un moyen d'accroissement de l'économie, de la croissance économique. Et pour cela, il faut que véritablement l'agriculture dans nos États, la production agricole, soit une production à la fois d'autosuffisance alimentaire, mais une production destinée au marché
Je vous remercie pour votre attention.